Premier écueil, évidemment, face à un livre de 511 pages, condenser ça, adapter ça en quoi? 2 heures et... Oui. 2 heures, le film fait 2 heures... 2h10. 2h10. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, là, il y a un travail qui est fou, c'est que le scénario, c'est d'abord la première base de tout. Oui, les scénarios. 15 versions. Oui, on a tourné, enfin la version définitive est la 16e, puisque évidemment, au cours du tournage, il y a eu des petites modifications de détails. Mais oui, il y a eu 3 ans de travail et... Combien de scénaristes se sont succédés? Écoutez, à vrai dire, il y a 2 vrais scénaristes, Alain Godard et Gérard Brache. Alain Godard a fait 5 versions pour mettre en place la structure. Et puis, après 1 an de travail, il était vraiment épuisé. Et j'ai demandé à mon vieil ami Brache de me venir au secours. Et il a fait 3 versions. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le scénario. Mais alors, Jean-Jacques Hano, où se situaient les difficultés? D'ailleurs, vous dites que ce n'est pas une adaptation, c'est un mot très beau, c'est un palimpseste. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un palimpseste? Écoutez, c'est une idée d'Umberto Eco de l'appeler comme ça, à ma demande, parce que je voulais bien signaler au lecteur et aux spectateurs que le film est ma lecture. Oui. C'est mon choix dans ce livre très très épais qui fait en fait 580 pages, oui. C'est-à-dire 25 heures de lecture, comme le fait remarquer Umberto Eco. Moi, j'en fais 2 heures de spectacle. Je dis bien de spectacle, parce que les émotions littéraires, c'est une chose, les émotions cinématographiques, c'en est une autre. J'ai donc fait un choix instinctif, avec d'ailleurs l'assentiment d'Umberto Eco, qui m'a toujours dit, moi, ce que je veux, c'est que tu fasses un bon film. C'est un amateur de cinéma, il sait très bien que son livre est terminé. Les gens qui veulent un plaisir littéraire, ils peuvent relire le livre. Qu'est-ce que c'est qu'un palimpseste, quand même? Un palimpseste, réponse à la question. Réponse à la question. Alors, là, oui, bien entendu. Un palimpseste, c'est, au Moyen-Âge, un livre que l'on a effacé et sur lequel on réécrit un texte à peu près similaire. Parce qu'au Moyen-Âge, on ne jette rien. Un livre, c'est une chose très précieuse, c'est du parchemin. Du parchemin, c'est de la peau d'agneau. Oui. Donc on ne va pas jeter un livre quand on n'en a plus l'usage. On l'efface. Mais on n'efface jamais un livre tout à fait, il en reste des choses oui. au travers. Il reste des phrases, des citations, parfois une page. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que ce que je propose à l'écran, après avoir effacé beaucoup de pages, il reste beaucoup de choses d'Umberto Eco et c'est ça qu'on voit. Bon, alors un travail extraordinaire de reconstitution, ça nous enchaînons. Alors avec sous contrôle d'un éminent spécialiste du Moyen-Âge et de son équipe, je crois 7 personnes, de Jacques Le Goff, qui surveillait alors pratiquement tout. Hein. C'était votre gardien de la flamme, si je puis dire, celui-là. C'est ça, c'est-à-dire que vous savez, le maniement des conseillers historiques, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas quelqu'un qui est avec vous toute la journée. Oui. J'ai choisi Jacques Le Goff parce que Umberto Eco admire énormément son travail et s'est lui-même inspiré du travail de Le Goff pour écrire Le Nom de la Rose. Alors, Le Goff, moi, j'ai d'abord lu ses textes en détail. J'ai lu les textes qu'il m'a conseillé de consulter. Et puis, nous avons réuni une équipe autour de lui. Ils ont lu le scénario, m'ont fait leur premier commentaire. Le premier commentaire était d'ailleurs, page 1 des commentaires de Le Goff, pour la scène des porcheries. Attention, pas de cochon rose. Ils étaient noirs à l'époque. Ils étaient noirs à l'époque, ils avaient des longs poils. Vous en avez trouvé d'ailleurs des cochons noirs. J'en ai fait fabriquer. Comment ça? J'ai demandé à des mamans cochons roses de faire des petits-enfants avec des papas cochons noirs, avec des longs poils. Bon, ça leur a pas déplu. Bon, alors on peut prendre plusieurs détails pour donner ce souci, cette méticulosité. Ça va, enfin vous êtes un fanat, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pris les notes parce que j'étais tellement stupéfait. Par exemple, la taille de la tonsure des bénédictins, hein, la circonférence de la tonsure. Alors voilà une question, quand vous posez ça à un conseiller historique, parce que les gens savent que les moines avaient la tonsure, mais de là à savoir comment ils étaient tonsurés, ils ne savaient pas, ils ont été obligés de faire des recherches pour plein de détails. Oui. Ils sont allés à la Bibliothèque nationale. Alors effectivement, on s'aperçoit que les franciscains ont une tonsure plus oblique, sur la tête comme ça, par rapport aux bénédictins qui ont une tonsure plus horizontale. Et puis alors, les exemples foisonnent. Alors il y a le cuir des sandales des franciscains. Pourquoi c'était un cuir particulier au Moyen-Âge? Oui, c'est de la peau de chèvre. Il faut prendre un cuir très bon marché parce que les franciscains font vœu de pauvreté. Ils veulent absolument montrer qu'ils sont les défenseurs des plus déshérités. Les meubles?
Les meubles, le bois? Bien entendu. Alors, les meubles faits en bois noble, parce que nous sommes dans un monastère, que les monastères sont riches, et nous avons choisi du chêne. On a tout refait faire d'après les enluminures. J'ai d'ailleurs ici, vous voyez, de nombreux documents. Qu'est-ce que c'est ce gros livre-là que vous avez à côté de vous? Alors, là, ça, vous avez apporté. c'était... On va le montrer. Oui, c'était un document assez épais, comme vous le voyez. Oui. Laissez-le bien là, parce que là, oui. on le voit, la caméra le prend. Oui, alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était, décor par décor, la base de la documentation qui servait à chacun de mes services. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a des différents modèles de lutrins. Oui. Pour les scènes de bibliothèque et de scriptorium, nous avons fait reconstituer soigneusement ces lutrins. On voit les petits pots de terre que nous avons fait faire par des potiers. Ici, il tient un petit stylet, bien on les a fait... Tournez voir un peu les pages, moi je suis très curieux de voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Là, vous voyez, il y a encore des exemples de stylets, voilà des exemples de lutrins. D'autres exemples de lutrins avec la façon avec un petit tourniquet ici pour mettre un autre livre. Alors tout est dessiné avant le tournage Alors ça c'est autre chose, ça c'est mon storyboard parce que comme je pousse la maniaquerie jusqu'à vouloir avoir le film en tête avant de le démarrer, oui. Là vous voyez on a ouvert ça un peu au hasard, ça c'est la découverte de la bibliothèque Labyrinthe. Qui est très importante. Oui, alors chez Eco, problème le d'adaptation... labyrinthe, il est décrit, je ne sais pas dans combien de pages, le labyrinthe. Hein, oui, puis en plus de ça, j'ai obligé de le changer parce que le labyrinthe d'Eco est à plat. Moi, je suis obligé de faire un labyrinthe en 3 dimensions parce que moi, si je filme des choses à plat, ça aura l'air d'une galette. Et comme je suis à l'intérieur des choses, je ne peux pas les voir comme un oiseau voit un jardin de labyrinthe. Donc on a fait un labyrinthe inspiré de Piranèse ou de Escher. Alors voilà, moi ça c'était mes dessins initiaux. Oui, parce qu'il faut dire que dans ce labyrinthe, le personnage principal de Baskerville, joué par Sean Connery, et puis son novice, ben, ils vont se perdre pour les besoins de l'enquête dans ce labyrinthe. C'est très machiavélique pour se retrouver. Et donc il fallait que vous reconstituiez ce labyrinthe, mais c'est très difficile au cinéma pour donner l'impression de labyrinthe. Ah c'est terrible. Et il a fallu que nous fassions de nombreuses recherches. On a fait des maquettes avant de se lancer dans ce travail parce qu'on a reconstitué un labyrinthe gigantesque. Vous avez fait des maquettes du labyrinthe? Et oui, parce que, si vous voulez, quand on a un décor aussi compliqué, on ne se lance pas dans la fabrication en réel avant d'être passé par le stade de la maquette. Oui. Alors, on a fabriqué une maquette de cette taille-là. C'est ça, là, c'est ce qu'on voit sur l'écran? C'est ça. Ça, c'est des photos que j'avais prises sur la maquette. Et c'est amusant parce que ces photos, je les ai prises il y a 2 ans. J'avais été satisfait de cet entre-là, qui fait penser donc beaucoup à certains dessins de Piranèse. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec Escher. Mais enfin, il a aussi fait des dessins d'escalier qui ressemblent à ça. Et on a construit un ensemble tellement important qu'on n'a pas trouvé de studio assez grand à Cinecittà. On a construit ça à part, sur un terrain à part. Ça faisait... Près de Rome, hein? Oui, oui. Sur plusieurs hectares? Alors ça, c'est l'extérieur de l'abbaye. Ça, c'est autre chose. Parce que l'intérieur du labyrinthe, on l'a construit sur le terrain du studio de Cinecittà. Mais comme ça faisait la hauteur d'un immeuble de 6 étages, on ne pouvait pas le mettre à l'intérieur d'un plateau normal. Donc on a construit notre propre plateau pour ça. Par contre, alors là on voit une photo que j'avais prise il y a très longtemps, qui est un terrain vide, sur lequel nous avons fait construire le décor. Là on voit, il n'y a rien, vous voyez. Eh bien, toute l'abbaye que vous avez entrevue a été construite sur ce terrain vierge. D'ailleurs, tout est redémonté maintenant parce que c'est une zone protégée dans la périphérie de Rome. Alors on a fait, là encore, pour la construction de ce grand décor, des maquettes inspirées. Alors ça, c'était un château en Espagne qui s'appelle Loar, qui était très beau, qui est une source d'inspiration pour nous. Et sur cette source d'inspiration, et d'après le plan d'Umberto Eco, dans le livre, là, il y a un plan. Hein. Voilà, il y a un plan du monastère qui est... On va le voir tout de suite. Qui est là. Et Umberto Eco... voilà le plan, on le voit. Oui. Là, il y a une tour, il y a l'église, les porcheries, le cloître. Bon, moi, j'ai fait un plan un peu différent parce que ce plan dessiné par Eco est un plan littéraire, il ne se filmerait pas bien. Alors moi j'avais fait une chose, voilà, j'avais fait une chose un petit peu plus concentrée qui me permettait depuis le portail de voir l'église et la tour derrière. Et c'est grosso modo ce plan de base. Et là sur l'écran? Et on a la maquette là. Ah, il y a la maquette, oui. Ça c'est la maquette et alors on a reconstruit un décor qui est le plus grand depuis Cléopâtre, qui a été construit par les studios romains. Ça, c'est complètement fou. Ça a duré combien de temps, là, toute la préparation de... Le tournage a commencé, je crois, très précisément
le 11 novembre de l'année dernière pour se terminer le 20 mars de cette année. Oui, si vous voulez, 4 mois de tournage? Oui, mais ça, c'est pas énorme. C'est pas énorme, non? Non, non. Mais la préparation. Voilà, moi je prends beaucoup de temps en préparation et relativement peu de temps en tournage. Je pense qu'un tournage, c'est comme une séance d'enregistrement. Si on connaît bien sa partition et si on l'a bien répétée, il n'y a plus qu'à la mettre en boîte. Par contre, je suis très très lent et très coûteux en pré-production. J'ai eu une équipe pendant 2 ans. Et le décor, on l'a commencé au mois de janvier pour y rentrer exactement 1 an plus tard. Mais alors,